Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Mathman. Alors je continue ma série, mes chers mathématiciens pas contemporains, parce que je suis pas Usul. Et aujourd'hui, Cocorico, on va parler d'un mathématicien français avec un nom un peu rigolo. Il s'appelle Jean Leron d'Alembert et avec une histoire assez intéressante. Et peut-être que tu le connais euh, pour l'encyclopédie d'Alembert et Diderot. Peut-être tu en as entendu parler, peut-être pas. Dans tous les cas, on va voir ça ensemble. Comme d'habitude, je te mets la page Wikipédia et puis après, je te parle un petit peu en détail de quels sont les résultats mathématiques auxquels il a contribué et que tu as peut-être rencontré au cours de tes études. Alors, Jean Leron d'Alembert, il est né en 1717, donc c'est-à-dire 10 ans après Euler dont j'ai parlé hier. Et il est mort par contre la même année, donc il est mort 10 ans plus jeune que Euler. Donc il avait 66 ans quand il est mort. Enfant illégitime, d'Alembert fut abandonné à sa naissance devant l'église Saint-Jean-le-Rond de Paris, ce qui lui valut son prénom. C'est parce qu'il a été abandonné devant l'église Saint-Jean-le-Rond, et c'est pour ça qu'on l'appelle Jean le Rond d'Alembert. Bon, bah, ça commence mal pour lui. Parvenu au bout de sa formation d'avocat, d'Alembert se rendit compte que les mathématiques formaient la seule discipline qui le passionnait. Donc on rejoint ce que je disais déjà quand j'avais fait la chronique sur Gabriel Kramer, qu'à ces époques-là, les lettres avaient beaucoup plus de lettres de noblesse, justement, que les mathématiques. Les mathématiques, c'était de l'ordre du hobby, du passe-temps amateur. Ce n'était pas un vrai métier. Et donc les filières littéraires étaient plus prestigieuses. La société considérait qu'il était plus prestigieux d'étudier les lettres que d'étudier les mathématiques. D'ailleurs, les gens cultivés, on les appelle les lettrés. D'Alembert se fit rapidement connaître dans ce domaine, travaillant surtout en analyse, et fut admis dès 1741 à l'Académie des sciences de Paris. Nombre de ses travaux avaient trait à la physique, mais d'Alembert se reposait sur des principes métaphysiques qui étaient déconnectés de certaines réalités physiques mises en évidence par l'expérience. Cela lui valut de nombreuses critiques, notamment de Daniel Bernoulli. Tu vois, même à Paris, les gens se font taper sur les doigts par les Bernoulli, puisque les Bernoulli, c'est un petit peu les patrons des maths de cette époque-là. D'Alembert reste très connu en mathématiques pour sa contribution au théorème fondamental de l'algèbre. Donc tu vois, on vient de dire qu'il a beaucoup travaillé en analyse, mais il s'est fait connaître en fait plus en algèbre qu'en analyse. Même si quand tu étudieras les séries en deuxième année, tu entendras parler du critère d'Alembert. Du critère, pardon, 2 d'Alembert, justement, il faut bien dire que c'est le critère 2 d'Alembert. Ok. Donc, sa contribution au théorème fondamental de l'algèbre, mais aussi pour son étude de la corde vibrante, pour laquelle il donna la première équation d'onde de l'histoire, ainsi que pour ses recherches sur les phénomènes limites. On a notamment attribué le nom de règle de d'Alembert à un procédé permettant, dans certains cas, de décider si une série numérique converge ou pas. C'est ce que je te disais à l'instant. À partir de 1746, d'Alembert, alors qu'il avait 29 ans, hein, il était tout jeune encore, d'Alembert se trouva engagé dans le projet de l'encyclopédie avec Denis Diderot. Il fut l'éditeur principal de la partie scientifique et rédigea la plupart des articles de mathématiques. Se tournant dans la deuxième partie de sa vie vers la littérature et la philosophie, il délaissa quelque peu les mathématiques. Il fut élu à l'Académie française en 1754 et en devint le secrétaire perpétuel en 1772. Donc le fait qu'il ait commencé par les maths et qu'il se soit... Enfin, il n'a pas vraiment commencé, il a commencé par les lettres puisqu'il a été avocat. Ensuite, il a dit, ah ouais, mais moi ce qui me plaît le plus, c'est les maths. Et puis après, sur la fin de sa vie, il s'est réorienté vers les lettres. Cette réorientation vers les lettres, on la retrouve chez plusieurs personnes. Par exemple, euh, je pense à, comment il s'appelle Pascal. Donc Pascal, c'était le siècle précédent, hein, c'était 1600 et quelques. D'ailleurs, je ferai une chronique de Pascal également. Et donc Pascal, il avait commencé par les maths, puis il a fini par les lettres. Ou je sais plus si c'est concomitant ou pas. Voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises. Tu pourras vérifier. Je mettrai la page Wikipédia, tu pourras vérifier. Mais voilà, Jean Laurent d'Alembert, donc ce théorème fondamental qui n'a pas été démontré par lui, il a été démontré par Carl Friedrich Gauss,
Gauss, le mathématicien allemand, surnommé aussi le prince des mathématiques, qui lui est arrivé postérieurement, hein, Carl Friedrich Gauss. Gauss, il naît à peu près à la mort de D'Alembert et de Euler, hein. C'est un petit peu le successeur de Euler, Gauss, et je ferai une chronique où j'en parlerai plus en détail. Mais quoi qu'il en soit, ce théorème fondamental de l'algèbre, tu peux le comprendre, même si tu n'as pas un niveau mathématique très élevé. Il dit la chose suivante, il dit que quel que soit le polynôme, donc un polynôme c'est un truc du style ax carré plus bx plus c, par exemple 2x carré plus 3x plus 5, ça c'est un polynôme de degré 2. Pourquoi? Parce que la puissance la plus importante de x c'est x carré, et donc du coup c'est la puissance 2. Et bien en fait un polynôme de degré n, donc c'est à dire que la plus grande puissance c'est n, et bien il va avoir exactement n racines. Alors n racines, ça veut dire n nombres qui vont pouvoir annuler ce polynôme. Même si parfois, dans certains cas, ça va être le même nombre qui va annuler plusieurs fois. C'est-à-dire par exemple, si je dis le polynôme x-1 à la puissance 2, si je fais mon identité marquable, x-1 le tout au carré, ça fait x carré moins 2x plus 1. Donc ça veut dire que 1, il va annuler deux fois cette équation, on dira que 1 est une racine double. Et donc double, ce qui correspond bien donc à 2, qui correspond à la dimension, au degré de notre équation. Et bien, le théorème fondamental, il dit ça. Alors si tu vas me dire, ouais, mais moi, mon prof, il m'a dit que si delta il est négatif, il n'y a pas de racine. Oui, il n'y a pas de racine dans l'ensemble des nombres réels. Mais après, tu apprendras, si un jour tu continues les maths, un ensemble qui s'appelle l'ensemble des nombres complexes. Et dans cet ensemble-là, tous les polynômes ont des racines et exactement le même nombre de racines que leur degré. Et c'est ça le théorème de D'Alembert. D'ailleurs, pour les nombres complexes, bah, c'est un petit peu Euler qui a un petit peu fait la police, qui a dit bon maintenant ça va se noter comme ça, etc. Donc Euler a bien quadrillé, bien noté les nombres complexes, et donc c'est un contemporain de D'Alembert. Donc D'Alembert évidemment aussi maîtrisait les nombres complexes, et donc c'est pour ça qu'il a pu énoncer ce théorème. Voilà, ben, j'espère que voilà, ce petit format te plaît bien. Je te suggère de bien lire la description, de cliquer sur les liens des vidéos qui sont proposées, parce que c'est des compléments. Si tu veux voir les parties plus mathématiques pures et dures, ben, je t'invite à aller voir ma playlist sur les nombres complexes dans ma chaîne Professeur Glump, où c'est des nombres complexes. Je commence à partir du niveau terminal S, et puis après ça enchaîne avec le niveau prépa. Voilà, sur la chaîne Professeur Glump, cette année, c'est consacré au prépa, mais il y a aussi des choses que j'avais déjà fait d'avant, du lycée, etc. etc. Et bien écoute, cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.